Voilà, donc on va vous présenter les résultats d'une enquête inédite dont le terrain a été réalisé fin juin et début juillet sur les niveaux d'éco-anxiété, d'éco-conscience des salariés et leurs attentes envers l'engagement écologique de leur engagement écologique. Voilà, donc Act4Now, on est une structure récente qui a été créée avec Charlotte Briand, qui avait déjà fondé Greendeed. Tu peux dire un mot? Oui, bonjour à ce public ultra nombreux. Qui nous est cher, ouais. Oui, merci. Je suis la fondatrice de Greendeed, qui est une structure qui a été créée il y a 2 ans aujourd'hui, qui propose du conseil, de la formation et un grand nombre d'ateliers de sensibilisation à la RSE et notamment aux enjeux climatiques. Voilà. Donc Act4Now, qui est le nom de notre nouvelle structure, créée en partenariat avec Jean-Christophe, vient tout juste d'être créée, à la suite en fait des résultats de l'enquête qu'on va vous partager aujourd'hui. Voilà. Et moi, du coup, cofondateur d'Act4Now et d'une structure, My Mental Energy Pro, qui travaille sur le bien-être mental au travail. Et on s'est rendu compte là qu'une des principales composantes, on va dire, du mal-être au travail est l'éco-anxiété. Et ça, c'est tout nouveau. L'éco-anxiété salariée. Parce qu'avant, on parlait beaucoup d'éco-anxiété des jeunes. D'ailleurs, l'enquête du Lancet, qui est une des études, enquête de référence mondiale qui a été faite, c'est les 15-25. Alors que nous, on voulait voir, oui, mais quels sont les chiffres sur l'ensemble de la population, notamment des salariés. Voilà, alors du coup, cette enquête, elle est née de notre envie de quantifier 2 phénomènes majeurs qui datent d'avant l'été, qui sont l'augmentation de l'éco-anxiété et son impact sur la santé mentale au travail, sujet qui a été peu abordé jusqu'à présent, et puis la défiance exprimée par des jeunes diplômés envers les entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ce qui s'est passé en mai-juin, voilà, entre Polytechnique, Sciences Po, HEC, etc. Voilà. Et du coup, et puis on souhaitait savoir si l'engagement écologique d'une entreprise impactait vraiment son attractivité dans le détail, et du coup, et aussi quels les éco-gestes et les éco-comportements visibles au quotidien. Alors, voilà les enseignements clés. C'est écrit un peu petit, mais on voulait résumer ces idées clés. Alors fin juin, on précise fin juin 2002, c'est avant l'été qu'on a eu. L'éco-anxiété impacte déjà toutes les tranches d'âge au travail, c'est à peu près dans les 30%. Et perturbe la santé mentale d'un tiers des jeunes salariés. Donc c'est un vrai facteur de pénalisation de la santé mentale au travail. La grande majorité des salariés reconnaît qu'il faut radicalement changer nos modes de vie. Ça, c'était une surprise pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle, et que la sobriété comportementale collective est indispensable. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des scores presque staliniens, enfin des scores très majoritaires là-dessus. Que l'engagement écologique des entreprises est en fort décalage par rapport à ces attentes. On va voir l'immensité des attentes et des salariés et du coup le jugement des entreprises qui, en moyenne, est assez dur, même s'il y a un tiers des entreprises qui sont bien notées. L'engagement de l'entreprise pour la transition s'impose comme levier clé pour l'attractivité et la fidélisation des jeunes diplômés. Voilà, donc ça, c'est réellement, on a des chiffres là-dessus. Et les salariés attendent des entreprises non seulement qu'elles décarbonent leur activité, c'est-à-dire leur cœur de métier, mais également qu'elles accompagnent dans l'écologie du quotidien. Là aussi, on a souhaité savoir le rôle qui est attendu sur cette fameuse éco-geste, éco-comportement du quotidien. Est-ce que c'est accessoire? Est-ce que c'est très important? Voilà. Et puis, du coup, on a scoré 40 éco-actions dans notre enquête. On leur a fait se prononcer. Est-ce que votre entreprise le fait déjà ou pas? Est-ce que c'est très important pour vous ou pas? Pour faire ressortir 10 actions vraiment plébiscitées qui sont un peu le noyau de ce qu'une entreprise doit faire pour au moins rester dans des bons scores d'attractivité et de fidélisation. Voilà. Et ensuite, dernier point, convaincu par ces résultats, on propose un modèle d'évaluation on va dire du facteur humain lié à la transition écologique, voilà, avec 7 indicateurs qui peut permettre de piloter ce point pour les RH et la RSE. Alors, éco-conscience et éco-anxiété, les chiffres de l'éco-anxiété. Voilà, du fait du dérèglement climatique, j'éprouve, c'était la question du Lancet, j'éprouve de l'impuissance, 65% des collaborateurs. Là, vous avez l'ensemble de la population, 52% de la colère, et c'est vraiment sur l'ensemble des salariés, 20-50 ans. La colère, c'est très fort. De l'angoisse, 40%, c'est la moyenne de tous les salariés. Et ça monte à 48% pour les jeunes diplômés.
Donc vous imaginez l'impact que ça a derrière, bien sûr, sur les attentes sur les entreprises. Un chiffre, je crois que la sobriété, voilà, je crois que l'on doit radicalement changer nos modes de vie pour faire face au dérèglement. On arrive à 80%. Ah, attends, sur la slide d'avant. Je voulais encore indiquer, la déprime touche 30% des jeunes diplômés et des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, c'est-à-dire des vrais troubles cognitifs, des vrais signes, on va dire, pré-pathologiques mentaux. Voilà. Donc c'est vraiment des chiffres, on ne s'attendait pas à des chiffres de cette ampleur, et pas que sur les jeunes diplômés, mais sur l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, qu'est-ce que leur éco-conscience, qu'est-ce qu'ils attendent? Voilà. Alors, le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Il y a encore 16% de personnes dans les 20-50 ans qui disent non. Alors ça, c'était fin juin. Ce n'est pas l'activité humaine, donc c'est les climato-sceptiques traditionnels. Par contre, je crois que l'on doit radicalement changer nos modes de vie pour faire face au dérèglement. On arrive à des scores très forts, 80% des salariés. On s'attendait, moi, personnellement, je ne m'attendais pas, même si on est des personnes convaincues, on ne s'attendait pas à ces chiffres. Je crois que la sobriété des comportements individuels est indispensable pour faire face. 79%. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, il ne faut pas prendre trop de pincettes en demandant aux gens, il faut mettre en place des actions. Les gens sont préconvaincus. Et ensuite, par contre, je crois que l'on n'empêchera plus une catastrophe climatique pour l'humanité, 47%. On ne vous a pas mis les chiffres des jeunes diplômés, puisqu'il y a peu d'écart entre les jeunes diplômés là-dessus et l'ensemble de la population. Et je ne souhaite plus avoir d'enfants, on l'a mis aussi. Hein. Moi, je suis père de jeunes, 34%. Du fait du changement climatique, je ne veux pas d'enfants. Voilà. Mais il reste encore 26%. Oui, mais tout ce qui est sur le climat, là, c'est exagéré. Ce qui veut dire qu'en entreprise, on l'a mesuré, ces sujets sont des facteurs de dissension et de tension tout à fait possibles, et du coup, qui sont des facteurs qui font démissionner et qui font ne pas aller dans une entreprise. On va voir l'ampleur des chiffres là-dessus. Voilà. Les attentes quant au rôle des entreprises. Quel est votre niveau d'accord avec les phrases suivantes? Les entreprises doivent sensibiliser aux éco-gestes. 85% d'accord. C'est-à-dire que les entreprises sont réellement vues comme un endroit de formation citoyen. Il ne faut pas se poser. Voilà. Les éco-gestes, en plus, et pratiques au travail, permettent de diffuser les comportements dans la vie personnelle. 82%, bien sûr plus. C'est-à-dire que les entreprises sont vraiment ce lieu citoyen pédagogique. La présentation des résultats d'enquête sur l'éco-anxiété au travail et l'impact sur la marque employeur a commencé, salle Agora. Bon, merci. Merci, la voix venue du ciel. Voilà. Voilà. Et les éco-gestes et pratiques contribuent à la cohésion des équipes. 70% d'accord et 80% pour les jeunes diplômés. Donc des chiffres très forts, sachant qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais on sait que pour atténuer l'éco-anxiété, une des principales choses, c'est de mettre en mouvement, c'est de permettre l'action collective. Et le fait de se sentir pas seul à agir, c'est un atténuateur, encore une fois, de l'éco-anxiété qui n'est pas une pathologie. Hein, ça, je pense que vous êtes à peu près, on est tous convaincus ici, mais une forme de lucidité pour l'essentiel des gens. Voilà. Alors, ensuite, on peut aller plus loin. Mais par contre, est-ce que les entreprises sont considérées comme actives? Elles sont encore minoritaires. C'est-à-dire, au sein de votre organisation, est-ce que la direction vous permet de prendre l'initiative que 45, mais des actions? Alors, c'est déjà bien. On est presque à la moitié, mais ça veut dire, et on l'a mesuré, il y a à peu près 40% des entreprises qui ne font rien. Et quelle que soit la taille des entreprises. Voilà. Enfin, qui font très peu de choses qui sont perçues par les collaborateurs. On va plutôt le dire comme ça. Hein. Là, on est sur la perception des collaborateurs. Voilà. Donc, est-ce que la direction montre l'exemple? 44%. Et on va voir aussi, enfin, on a d'autres chiffres où, lorsque la direction montre l'exemple, eh bien, l'adoption d'éco-comportements est forcément maximale. Il y a vraiment un rôle d'exemplarité, que c'est un des gros sujets dans la presse aujourd'hui, et le rôle des dirigeants. Voilà. Très bien. Facteur d'attractivité, 26% des salariés, tout âge confondu, ont renoncé à postuler un poste dans une organisation ou vont le faire. Voilà, oui, je l'ai déjà fait ou je vais le faire, un cas. Ça, c'est tout âge confondu. Et ça monte à 36% pour les jeunes diplômés. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment d'évaluer qu'en gros, les jeunes diplômés qui vraiment font un facteur essentiel de l'engagement de l'entreprise, c'est voilà, aux alentours de 40 à 50%. 33% des salariés indiquent leur intention de rester lorsque la direction ne prend aucune action environnementale. C'est-à-dire les entreprises qui ne font rien, il y en a un tiers qui dit je vais rester dans l'entreprise, et ce chiffre passe à 60% lorsque la direction met en place des actions concrètes ambitieuses. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise met en place des choses, c'est un vrai facteur de fidélisation des collaborateurs.
des talents. Voilà. Et puis que l'engagement pour la transition devient un critère prioritaire de choix d'un employeur pour presque la moitié des jeunes diplômés. Alors là, c'est trompeur, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est qu'est-ce qui est important pour le choix d'un employeur. Premier facteur, tout confondu, l'ambiance au travail. Donc vous voyez à quel point, quand il y a des dissensions sur ces sujets, ça réduit l'attractivité de l'employeur. Donc l'ambiance, la QVT, la qualité du travail, le salaire, bien sûr, etc. Et l'engagement employeur pour la transition, ça vient... Là, c'est plus atténué. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a presque 35-40% des gens pour qui ce n'est pas encore un sujet. Mais lorsqu'on prend juste les jeunes diplômés, vous avez 45% des jeunes diplômés qui mettent l'engagement pour la transition écologique vraiment dans les premiers ou seconds critères. Voilà. Donc, là aussi, on peut prouver l'importance que ça a pour l'attractivité des entreprises. Vas-y. Et en plus, ça améliore l'ambiance. Et comme on a vu, l'ambiance, c'est le premier facteur de choix d'un emploi. Eh bien, la mise en place d'éco-actions améliore l'ambiance, les relations avec les managers et la motivation. Ça, c'est pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà. 45% nous disent, lorsqu'on met en place des éco-gestes, que ça améliore l'ambiance, ça améliore les relations et ça améliore ma motivation. Donc, c'est un vrai facteur, effectivement, d'attraction et de rétention des collaborateurs. Voilà. Alors, à toi Charlotte, yes. Le rôle clé de l'entreprise dans la mobilisation et sensibilisation. Jean-Christophe vient de vous partager des chiffres clés qui concernaient la conscience des collaborateurs. Évidemment, la deuxième partie intéressante pour nous va être de savoir comment activer l'entreprise et quel rôle l'entreprise va avoir dans cette sensibilisation des salariés. Donc, c'était la deuxième partie de notre étude. Alors, la première chose importante à retenir, c'est que les salariés, globalement, aujourd'hui en France, sont vraiment demandeurs d'un accompagnement de la part de leur entreprise. Ils ont envie d'être impliqués dans la transition écologique de leur entreprise et ils ont envie d'être impliqués, évidemment, dans la stratégie environnementale qui est mise en place. Donc, je vous partage juste quelques chiffres. 44% des salariés interrogés souhaitent obtenir un accompagnement pour développer les éco-gestes au travail. 34% souhaitent obtenir plus de temps offert par l'entreprise pour se consacrer à des actions qui touchent à la transition écologique et qui peuvent leur permettre de eux-mêmes s'activer. 34% des salariés souhaitent être associés à l'élaboration de la démarche, ce qui nous montre évidemment qu'aujourd'hui ils ne le sont pas et que ces parties prenantes essentielles de l'entreprise sont un petit peu laissées seules dans leur transition. Juste une seconde. Les salariés, on s'en rend compte et on vous montrera quelques chiffres plus tard, ne connaissent pas non plus exactement quelle est leur empreinte carbone et leur impact environnemental. Et ils sont demandeurs d'un accompagnement de leur entreprise pour mesurer cet impact environnemental. Ils sont demandeurs de temps d'échange entre collègues sur l'éco-anxiété et sur d'autres thématiques touchant à la transition écologique. Et enfin, d'ateliers de team building, de sensibilisation qui touchent à ces éco-gestes. Alors, un petit peu sur le même principe que la matrice de matérialité dans les analyses RSE, on propose aux entreprises un plan d'action ou en tout cas une méthodologie pour prioriser leurs actions et considérer d'abord celles qui auront évidemment le plus d'impact pour leur entreprise. Donc, sur cette petite matrice que je vous partage à l'écran, vous voyez que sur l'axe de gauche, on représente les attentes des collaborateurs telles qu'elles sont ressorties dans les résultats de notre étude. Donc, les éco-actions que vous voyez sur votre droite vous montrent les éco-actions qui sont le plus attendues par les collaborateurs dans notre étude. Et on a essayé de noter, en s'appuyant sur la méthode sortie par Carbone 4 sur les ordres de grandeur de l'empreinte carbone, l'impact que ces actions auraient sur le climat de manière générale. Ce qui nous donne une liste de quelques actions qui peuvent être impactantes, qui peuvent être relativement faciles à mettre en place pour une entreprise et qui peuvent leur permettre de gagner en attractivité, de fidéliser leurs talents et bien sûr d'œuvrer pour le climat. Donc je vous en cite quelques-unes. Favoriser le covoiturage, privilégier le train à l'avion, limiter le chauffage en hiver, la climatisation en été, systématiser une offre végétarienne dans la restauration collective, favoriser les transports en commun, voire même aller jusqu'à implanter les locaux en fonction de ces transports en commun, mettre à disposition une flotte de vélos électriques, de vélos cargo, allonger la durée de vie des équipements numériques, éteindre les équipements consommateurs d'énergie, mesurer les bilans carbone, individuels comme global au niveau de l'entreprise, et mettre en place des objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre.
Évidemment, cette matrice sera plus tard à revoir organisation par organisation en fonction des attentes de leurs collaborateurs telles qu'elles remonteront dans les résultats d'une enquête personnalisée. On peut dire que tu avais aussi les actions qui apportent des économies, puisque par les temps actuels, si on peut combiner économie et écologie, c'est bien sûr doublement gagnant. On l'a vu tout à l'heure, les salariés sont notamment demandeurs de la part de leur entreprise d'être accompagnés sur la mesure de leur empreinte environnementale. Alors, je vais donc vous présenter la dernière partie de notre étude qui touche aux connaissances directement, au niveau de connaissances des salariés quant aux enjeux climatiques. Je pense que vous risquez d'être assez surpris. Alors, première chose, finalement, l'éco-compétence, c'est à très peu de différence entre les différentes tranches d'âge étudiées ou les différentes catégories. Elle est à peine plus élevée chez les jeunes diplômés ou chez les plus engagés. Donc, vous trouvez là sur votre gauche le score global obtenu suite au quiz de connaissances climat qu'on a mis à disposition dans notre enquête. Donc 46,4 sur 100 évidemment, on n'obtient pas la moyenne. Ce chiffre montre un tout petit peu quand on interroge les bac plus 3, donc 48,6%. Et à bac plus 5, on touche à peine à la moyenne avec un score de 50,3 sur 100. Ce qui nous a un petit peu surpris aussi, c'est le faible pourcentage de salariés interrogés qui ont une bonne idée de l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc, comme vous le savez peut-être, en disant on espère, ou vous le saurez aujourd'hui, cette empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui est estimée à environ 10 tonnes de CO2 par an. Donc, dans notre quiz, on avait quand même mis des marges assez éloignées. On posait la question entre 10 tonnes, 70 tonnes ou 700 tonnes de CO2. On n'a que 22% des salariés interrogés qui ont su trouver la bonne réponse. Ce qui nous montre qu'il y a une vraie méconnaissance des ordres de grandeur des émissions carbone. Donc, deux petits exemples un petit peu probants aussi. Plus de la moitié des salariés interrogés ont une bonne estimation de quelle part ont les émissions carbone qui touchent au secteur du transport dans les émissions de gaz à effet de serre en France. Tandis qu'en revanche, très peu ont de bonnes notions des émissions carbone qui touchent au secteur de l'alimentation. 31% seulement savent que diminuer sa consommation de viande est l'action la plus efficace pour réduire son empreinte carbone alimentaire. Donc uniquement sur le secteur alimentation. Et je vais repasser la parole à Jean-Christophe qui va vous présenter l'outil qu'on est en train de mettre en place pour piloter l'engagement des collaborateurs et permettre aux entreprises de réussir leur transition écologique. Ouais. Alors, le volet humain de la transition écologique, donc on s'est dit, fort de ça, ça serait quoi le tableau de bord idéal d'un responsable RH ou RSE en ce qui concerne les collaborateurs et donc aussi la marque employeur. Et on s'est dit qu'il y a 7 indicateurs que l'on propose et que l'on peut obtenir en faisant la même enquête avec le même corpus de questions, cette fois en interne dans l'entreprise, pour comparer du coup aussi par rapport à l'étude de cadrage. Vous voyez peut-être. Alors, il y a 4 indicateurs liés aux collaborateurs qui sont le niveau d'éco-anxiété des collaborateurs, avec tout ce que ça a comme impact de colère, de dissension ou de déprime et de mal-être et d'absentéisme. Le niveau d'éco-connaissance, et là on voit d'ailleurs qu'en vert ou rouge, en vert vous avez les entreprises très actives et en rouge les entreprises peu actives, il n'y a pas d'écart, ce qui veut dire que le niveau d'éco-connaissance, il y a très peu de sensibilisation, formation faite sur ce niveau d'éco-connaissance, mais c'est un facteur clé. Le niveau d'éco-conscience, voilà, j'ai conscience de ce qu'il faut et l'engagement pour la transition. Et ensuite, les éco-comportements, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais déjà? Je réduis ma consommation de viande, je prends plus des transports doux, enfin voilà, tout l'ensemble de corpus de comportements individuels voilà, qui vont aussi être ces actions visibles qui vont créer l'atmosphère de l'entreprise, notamment lorsqu'il y a des nouveaux candidats. Et donc, il y a 3 indicateurs employeurs qui sont la capacité de fidélisation liée à tout ce qui est éco-geste et éco-action, la capacité d'attractivité qui est liée, encore une fois, qu'on calcule à partir de ce qui a été mis en place et du questionnaire, des perceptions, et ensuite l'impact de tout ce qui est éco,
gestes, éco-comportement, sensibilisation sur l'ambiance, puisqu'on a vu que l'ambiance était un énorme facteur d'attractivité, le premier facteur de choix d'un emploi. Donc en ayant des enquêtes régulières qui permettent de mesurer ces différents facteurs, on pense que ça donne un tableau de bord qui permet à l'entreprise de se mettre dans les meilleures conditions pour réussir l'enjeu de transition écologique, c'est-à-dire d'avoir un maximum de collaborateurs qui sont motivés, conscients et impliqués sur ces enjeux, mais aussi qui sont compétents. Puisque si on a des gens impliqués mais peu compétents, ils ne vont pas forcément opter pour les meilleures décisions ou comprendre les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc on se dit qu'avec ces 7 indicateurs, on met l'entreprise dans les meilleures conditions pour affronter les enjeux de la transition écologique. Merci de votre attention. J'espère qu'on n'était pas trop rapide. Et avec plaisir à vos questions. Merci. Pardon. J'ai loupé le début du coup de votre conférence. Combien ? On a interrogé 1000 salariés de 20 à 50 ans. Donc et qui sont représentatifs national en termes de sexe, d'âge, de taille d'entreprise et représentatifs national, puisqu'on a vu qu'il y avait des gros écarts entre les régions, des très gros écarts d'éco-conscience. Sans le dire, les Parisiens sont en tête. On est lyonnais, donc on reconnaît que les Parisiens, l'Île-de-France est en tête, et la région PACA est très, très, très en retrait. Voilà. Eh oui, très important. On l'a fait sur la dernière semaine de juin, première semaine de juillet. Donc c'est avant l'été qu'on a vécu, mais c'était déjà après les canicules de mai et juin. Enfin, je ne sais pas si on se souvient. Voilà. Et on a l'intention de refaire en se disant on va laisser retomber, jusqu'aussi voir dans quelle mesure est-ce que la vie courante, le quotidien va effacer les pluies de novembre, enfin d'octobre. Et donc on pense le faire début octobre, pour ensuite créer un baromètre régulier, puisqu'on pense que ça va évoluer, et permettre aussi aux entreprises qui font l'enquête en interne de se situer avec des comparables les plus à jour. Oui, tout à fait. Par rapport au niveau de connaissance, justement, des collaborateurs sur les différents enjeux, que du coup, le niveau d'éco-anxiété augmente avec leur niveau de connaissance. Oui. Le niveau, donc, effectivement. Et ce qui veut dire que plus les entreprises sont actives, plus les gens sont anxieux. Alors, ça paraît évident une fois qu'on le dit. Il y a les ignorants heureux. Mais que du coup, ça paraît évident, on s'est dit, mais il faut absolument que les entreprises accompagnent les actions de sensibilisation et d'éveil par des actions pour atténuer, on ne va pas supprimer, ça ne se guérit pas l'éco-anxiété, mais pour atténuer l'éco-anxiété. Et on sait parfaitement que pour atténuer l'éco-anxiété, les psychologues se sont penchés dessus. Il faut ouvrir la parole dessus et dire que la personne ressent qu'elle n'est pas seule, qu'ils sont nombreux, on est nombreux à penser ça, donc ça va bouger. Et 2, mettre en place des actions. Et des actions que la personne se sente, je contribue, même si c'est des éco-gestes du quotidien qui ne paraissent pas forts. Et il faut qu'elle sente que l'équipe de direction est aussi impliquée. Il n'y a rien de plus angoissant, c'était Greta, de se dire « mais ça ne bouge pas là-haut ». Voilà. Et donc, effectivement, plus l'entreprise est active, plus les gens vont ressentir l'éco-anxiété si elle n'accompagne pas ces mesures par des mesures d'atténuation. Alors, Laurence est en train de vous distribuer directement des QR codes qui vous ramèneront vers les résultats détaillés de l'enquête. N'hésitez pas à les consulter. Vous verrez que sur le même flyer, vous avez aussi accès, il me semble que c'est le QR code de droite, à une boîte à outils de la RSE. Donc, si jamais vous travaillez dans une structure qui cherche à structurer sa démarche ou à mettre en place de nouvelles actions, n'hésitez pas à la consulter. Tout est entièrement gratuit. Et n'hésitez pas également à nous faire vos retours quant à cette enquête ou quant à la boîte à outils ou même sur tout autre sujet. Ouais. On est très preneurs de ces retours. Voilà. Voilà. Et puis merci au Salon Pro Durable de nous avoir offert cette tribune, même si c'était... Et aussi notre communiqué de presse, la diffusion de nos résultats que vous retrouverez. N'hésitez pas aussi à venir. Merci beaucoup de votre attention. Merci.